Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on consacre le cours, le chapitre 9, à nous convaincre que la matière, en fait la lumière, est constituée de particules. Ces particules-là, on les a appelées les photons. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a à faire. Donc, je commence un petit peu par la conclusion, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les photons avaient une énergie qui était reliée directement à leur longueur d'onde ou leur fréquence. Donc, on va voir les petites expériences qui nous ont amenés jusque-là, qui nous ont convaincus que la matière était constituée de photons, parce que depuis le début, un petit peu, on dit que la lumière est une onde. À partir d'aujourd'hui, on va devoir dire que la lumière est aussi une particule, et en fait, la lumière est à la fois une particule et une onde. Donc, on va parler à ce moment-là de dualité de la lumière. Donc, c'est la double nature de la lumière qui est à la fois une particule et une onde. Donc, certaines expériences, comme l'expérience de Young, la diffraction, nous prouvent sans aucun doute que la lumière est une onde. Mais il y a des expériences comme l'effet photoélectrique qu'on va voir tout à l'heure, l'effet Compton et d'autres choses qu'on va voir, qui nous prouvent sans aucun doute que la lumière est une particule. Bonne chance pour mettre ça en même temps dans votre tête. C'est pas évident. Je m'excuse d'avance du mal de tête que ça crée. Mais quand même, il faut accepter cette nature-là qui est comme je disais, la dualité de la lumière. Donc, comme je vous disais, le photon, c'est dans le fond la plus petite quantité de lumière qui est possible d'avoir. Donc, on appelle ça un quantum, c'est une unité indivisible. On peut pas avoir plus petit. Donc, c'est la limite, dans le fond, de la lumière minimale qu'on est capable d'avoir, c'est un photon. On peut pas avoir un demi-photon, ça se divise pas, c'est vraiment le minimum. C'est une quantité extrêmement minime, donc on a une constante ici qui s'appelle H, qui est la constante de Planck que je vous inscris ici. Si on le prend dans le système international, on est à la moins 34, donc vous voyez à quel point c'est petit quand même comme quantité d'énergie. C'est minuscule. Donc, l'énergie d'un photon va être donnée en fonction de sa fréquence et de cette constante-là qu'on va exprimer soit en joules ou en électronvolts, dépendamment si on veut travailler en électronvolts, parce qu'on se sent pas trop viril ce journée-là. Donc, vous allez voir, là, on va souvent avoir ces problèmes-là, mais c'est dans le fond, c'est choisir la bonne constante, là, dépendamment si on veut nos énergies en électronvolts ou en joules. Moi, c'est sûr que je vais toujours vous encourager à utiliser la valeur dans le système international, et si on a besoin, on convertit, comme on a vu la semaine prochaine. Donc, les méthodes de conversion sont exactement les mêmes. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la clé du succès pour tout ce qui est étude des photons et de leur quantité d'énergie. Donc, toujours garde en tête que c'est vraiment directement relié à sa fréquence ou sa longueur d'onde. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu plus en détail. Faut garder en tête que l'énergie totale qu'on va avoir avec une certaine quantité de lumière, ça va être un certain nombre de photons. Donc, si on va avoir l'énergie totale, comme j'ai exprimé ici, ça va être un certain nombre de cette énergie-là, donc un certain nombre de photons. Donc NHF. Je vous ai ici exprimé la formule en fonction de notre petite formule qu'on a utilisée quand même plusieurs fois, c'est-à-dire que la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc nous, on a la lumière qui voyage toujours à la vitesse c. Donc si on remplace notre fréquence là-dedans, on se trouve à avoir notre E qui est égal à HC sur lambda. Donc on va souvent utiliser cette formulation-là parce que c'est souvent un petit peu plus facile de travailler avec les longueurs d'onde qu'avec les fréquences au niveau de la lumière. Peu importe laquelle vous avez, c'est exactement équivalent. OK, donc juste pour nous donner un petit ordre de grandeur, un petit peu de qu'est-ce que ça représente, là, des photons et leur quantité, là. Écoutez, j'ai pris une source lumineuse qui a une puissance de 100 watts qui est placée dans une sphère. Donc, tout simplement, on prend une ampoule de 100 watts et on met une sphère autour. Ce que je vous demande, dans le fond, c'est de savoir combien il y a de photons qui vont atteindre la sphère à chaque seconde. Donc, comme la sphère englobe l'ampoule, tous les photons qui sont libérés par l'ampoule vont être absorbés par la sphère. Puis juste par curiosité, on pourrait se demander combien il y a de photons qui vont atteindre cette sphère-là. Donc, combien de photons sont émis par l'ampoule, finalement, à chaque seconde. Donc, j'ai tout simplement fait un petit calcul en fonction de cette puissance-là de 100 watts. Donc, la puissance, je rappelle que c'est l'énergie sur le temps. Notre énergie, c'est l'énergie totale qu'on va avoir en termes de photons, donc le nombre de photons fois HF. Moi, je l'exprime en fonction de la longueur d'onde. Comme on me donnait l'information sur la longueur d'onde utilisée, je l'ai converti en longueur d'onde. Donc, au lieu de HF, j'ai mis HC sur lambda. En fait, si on veut le nombre de photons par seconde, on veut le nombre de photons par unité de temps. Et l'unité de temps, on va utiliser la seconde. Donc, j'ai tout simplement cette équation-là qui est égale à P et j'ai isolé le N sur delta T. On arrive à 2,97 fois 10 à la 20 photons à chaque seconde. Et ça, c'est une ampoule de 100 watts. Donc, une ampoule de 100 watts, c'est rien d'extraordinaire. C'est une ampoule qui a comme chez vous. Donc, je dirais dans les maisons, en général, on a des ampoules entre 60 et 100 watts. Peut-être un petit peu moins maintenant avec les nouvelles technologies. Donc, les tubes incandescents et puis
les tubes fluorescents, je devrais dire, les DEL, mais ça reste quand même une ampoule relativement standard. Donc, c'est énorme la quantité de photons qui nous frappe à chaque instant. Là. Ça, dans une journée, là, c'est rien. Là. Donc, c'est tout. C'est juste nous donner une idée qu'un photon, ça représente vraiment absolument rien en termes de lumière. Là. C'est minuscule en termes de quantité d'énergie. Ça en prend des millions, des milliards, même pour même des millions de milliards pour avoir quelque chose d'intéressant. Deuxième chose que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est le rayonnement du corps noir. Donc, rien de vraiment surprenant selon moi, mais quelque chose qu'il faut quantifier quand même. Il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on va... en fait, n'importe quoi qui est au-dessus du zéro absolu va émettre des radiations. On est à une certaine température, on émet des radiations. Pourquoi on ne se voit pas dans le noir? C'est que ces radiations-là qu'on émet sont dans le spectre invisible. Si on réussit à chauffer la matière à une certaine limite, mais là, on commence à tomber dans le spectre visible. Le meilleur exemple que vous pouvez avoir, c'est un rond de poêle en spirale. Là. Donc, on allume le rond de poêle. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au début, le rond de poêle est noir, donc il émet un spectre invisible, donc il émet pas vraiment de lumière visible pour nous. Mais à mesure qu'il va chauffer, il va passer du brun vers le rouge. Donc, ce rouge-là, c'est notre entrée dans le spectre visible. Donc, on vient de franchir le 700 nanomètres. Et à mesure qu'on va continuer à le faire chauffer, il va se rapprocher du jaune. Il y a une certaine limite pour nos cuisinières, mais si on était capable de le monter encore plus, on s'en irait vers le bleu. Puis, si on pouvait le chauffer encore plus, on retomberait dans le spectre invisible, donc on les mettrait dans l'ultraviolet. Donc, il y a deux choses là-dedans qu'il faut retenir, c'est que la longueur d'onde qui va être émise par le corps qui est à une certaine température va être inversement proportionnelle à cette température-là, et aussi que la quantité de photons émis va être proportionnelle, même plus que proportionnelle, c'est la température à la 4, pour l'intensité qui va être émise. Donc, c'est les deux choses qu'on a à faire aujourd'hui par rapport au rayonnement du corps noir. Premièrement, regardez c'est quoi l'intensité en fonction de la température. Donc, on a une constante qui est la constante de Stefan Boltzmann. Deux personnes, soit dit en passant, pas un nom composé. Cette constante-là, vous l'avez ici, donc vous l'avez sur votre feuille de formule aussi. Donc 5,670 fois 10 à la moins 8 watts par mètre carré Kelvin à la 4. Donc très important qu'on prend ces températures-là. C'est toujours en référence au zéro absolu. Donc en référence au zéro absolu, on n'a pas de négatif. Il faut que l'intensité soit à 0 quand on est à 0 degré absolu. Donc c'est toujours en Kelvin. Donc faites attention, toujours transformer vos températures en Kelvin ici. Donc voilà, évidemment, plus la température augmente, plus l'intensité augmente et de façon exponentielle. On est à la 4 au niveau de la température. Donc c'est une relation qui est vraiment très, très abrupte. Comme je vous disais aussi, la longueur d'onde va diminuer avec l'augmentation de température. Donc, le lambda max, c'est dans le fond la longueur d'onde qui est émise avec un pic maximal, parce qu'en fond, quand on va émettre des longueurs d'onde comme ça, on n'émettra pas une seule longueur d'onde, on va émettre un certain spectre, donc une certaine plage de longueur d'onde, mais il y a un endroit où on va avoir un maximum. Ce maximum-là, il va varier en fonction de la température. Donc, je vous ai mis la relation, donc lambda max fois la température en Kelvin aussi, va donner 2,898 fois 10 à la moins 3 mètres fois Kelvin. Donc, concrètement, si on regarde graphiquement, qu'est-ce que ça a l'air? J'ai trouvé ça dans votre manuel. Donc, il y avait trois courbes de température, 3 courbes d'émission différentes. Donc, si on regarde la plus basse, donc on est à 4000 Kelvin, donc on a une température quand même relativement élevée, mais qui est quand même pas si pire que ça. On voit qu'on va émettre une température qu'on va pouvoir observer plutôt dans le rouge orangé. Donc, c'est ce qu'on va voir comme température. Donc là, ça serait votre rond de poêle quand il commence à être chaud, là, qui ressemble à quelque chose comme ça. Là, si on dépasse ça, là, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus chaud. On voit que c'est beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est l'intensité. Donc, la première équation ici. Donc, ça, c'est vraiment la hauteur de cette courbe-là qui est représentée par l'intensité. Donc, là, on l'a mis en termes de radiance, là, mais la radiance et l'intensité, c'est la même chose. Et on voit que la longueur d'onde maximale se décale vers des valeurs plus petites. Donc, quelque chose qui va être moins chaud va avoir un pic qui va plutôt être ici, tandis que quelque chose qui va être beaucoup plus chaud, donc qui est autour de 6000 degrés Kelvin, donc on est rendu plus chaud que le soleil, on aurait une lumière qui serait plutôt un peu bleutée. Ce qu'on voit en réalité, c'est le mélange de tous les longueurs d'onde qui sont dans toute cette courbe-là. Donc, une partie dans le visible, une partie dans l'invisible de chaque côté. Mais il y a quand même une certaine partie qui est dans le visible. Et si le pic est dans le visible, c'est vraiment cette lumière-là, cette couleur-là qu'on va pouvoir voir de notre corps.
c'est une façon assez simple de pouvoir voir la température, mesurer la température du soleil, qui est l'exemple suivant que je vous ai donné. Donc, la longueur d'onde émise par le soleil avec le maximum d'intensité de 0,50 micromètres. Donc, je m'en ai calculé la température en surface du soleil, l'intensité du rayonnement en surface et la puissance de la radiation émise. Donc, on peut tout simplement servir de ce qu'on vient de dire pour pouvoir calculer ces valeurs-là. C'est quand même simple comme calcul, mais peut-être un peu surprenant quand on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi simple. Donc, la température en surface du soleil, j'ai tout simplement pris la relation qui était ici, j'ai isolé la température là-dedans. Si on isole la température là-dedans, on se retrouve avec cette relation-là qui est ici, et j'ai trouvé tout simplement 5,8 fois 10 à la 3 Kelvin. Donc, autour de 6000 Kelvin pour la température en surface du soleil. Sur l'intensité en surface, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la température qu'on a calculée en A, la plugger dans notre équation avec la constante de Stephen-Boltzmann, et on se retrouve à avoir notre intensité qui est de 6,4 fois 10 à la 7 watts par mètre carré. Donc, intensité, irradiance, radiance, tout ça sont des synonymes. Vous avez ça ici. Et ensuite, la puissance de la radiation émise, je vous rappelle la formule en termes de puissance et d'intensité. Donc, on avait dit qu'on avait l'intensité qui allait se diluer sur une sphère. Donc, la sphère, sa surface, 4 pierres carrées. Donc, la puissance de la source divisée par cette sphère-là nous donne notre intensité. Et R, ici, j'ai pris la valeur du rayon du soleil. Comme on veut la puissance, elle est mise en surface. Donc, tout ce qu'on a calculé ici est en surface. Donc, il faut prendre le rayon de cette surface-là, qui est la surface du soleil. Donc, je vous ai mis la valeur ici. Pour ce qui est... je commence à douter de mon truc. Je vais vérifier ça. J'ai l'impression que j'ai dû m'accrocher sur le clavier. Ça doit ressembler à ça quand même, mais peut-être 2 décimales de trop. Donc, fois 10 à la 8 mètres, vous allez arriver avec la puissance de la source qui est 3,9 fois 10 à la 26 watts. Donc, voilà pour notre petit exemple. Rien de plus compliqué que ça. La section suivante, l'effet photoélectrique. Donc, encore une fois, il faut se reculer un petit peu dans le temps. C'est la même année que Einstein a écrit son papier sur la relativité restreinte, qu'on a fait notre chapitre 8 au complet, presque là-dessus. Il a publié 3 papiers, donc un sur l'effet photoélectrique, un sur la relativité restreinte et un sur l'effet brownien. Donc, l'effet brownien, on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui, même si c'est quand même intéressant. La relativité restreinte, il n'y a pas eu vraiment de suite de son vivant parce que c'était tellement quelque chose de surprenant. On l'a vu la semaine passée. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps après sa mort pour qu'on puisse le prouver. Le génie d'Einstein avec l'effet photoélectrique, ça a été de nous fournir une expérience directement qui prouvait son point. Donc, Einstein a été le premier à prouver que la lumière était constituée de particules. C'est pas si simple à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. L'expérience est très simple, mais la conclusion, il faut y réfléchir. Donc, peut-être que vous allez devoir le réécouter une fois ou deux. Mais bon, je l'explique, puis après ça, on verra ce qu'il y en est. Donc, première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer un courant électrique avec de la lumière. Donc, si on est capable de faire ça aujourd'hui, on le fait tous les jours. Vous avez sur la plupart de vos calculatrices, vous avez une espèce de petite cellule photoélectrique qui est justement... qui convertit la lumière en mouvement d'électrons, donc en courant électrique qu'on permet de l'accumuler ensuite dans une pile. Donc, imaginez-vous que l'espèce de carré qui est ici, c'est vraiment cette petite cellule-là photoélectrique, et on envoie de la lumière par le faisceau qui est ici, et on va frapper cette cible-là, donc cette cellule photoélectrique-là. Donc, on met ça sous cloche de verre, là. Donc, c'est sous vide, pour être sûr qu'il n'y a pas de mouvement d'air, quoi que ce soit qui va influencer le mouvement des électrons. C'est vraiment juste la lumière qui va faire bouger les électrons. Donc, à la base, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie de la lumière sur cette cellule photoélectrique-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va générer un mouvement d'électrons. Donc, à mesure que la lumière va venir frapper cette cible-là, il y a des électrons qui vont être déplacés, qui vont bouger. Ça va prendre un certain seuil d'énergie. Donc, ce qu'on va se rendre compte, c'est que là, on va avoir une lumière qu'on va pouvoir faire varier, autant au niveau d'intensité et de longueur d'onde. On va se rendre compte que sous certaines conditions, la lumière est capable de générer un courant électrique. Donc, on va avoir une boucle de courant qui va apparaître ici, qui va faire le tour de tout ça comme ça. Et dans notre ampère-mètre qui est ici, on va voir afficher un courant. Donc, peu importe c'est quoi ce courant-là, disons que ça donne 1 ampère, ça ne sera jamais aussi fort que ça, mais mettons que ça donne 1 ampère. Là, on est content. Donc, on a un courant électrique qui a été généré par de la lumière.
L'idée de cette machine-là, c'est de pouvoir évaluer c'est quoi l'énergie de ces électrons-là. Donc, l'idée, c'est qu'on veut une méthode pour évaluer cette énergie-là qui a été cédée aux électrons. Donc, nous, à la base, on sait déjà que ça va prendre un certain travail pour arracher les électrons à cette cible-là, ce qu'on va appeler le travail d'extraction. C'est un peu l'équivalent de, disons que je veux lancer une balle et la mettre en orbite autour de la Terre. Ben, ça va prendre un bon lancer, hein, parce que ça va prendre une certaine vitesse pour que la balle se rende jusqu'en orbite. C'est ça le travail d'extraction. Donc, c'est l'énergie que je vais devoir donner à cet objet-là pour qu'il puisse se rendre au moins jusqu'en orbite. Donc, c'est ça l'idée, c'est que les électrons ici, autour de notre cellule photoélectrique, vont être attachés par leur liaison chimique ou peu importe. Ce qu'on veut, c'est l'arracher de ces atomes-là. Donc, il faut être capable d'y donner suffisamment d'énergie pour l'arracher, donc pour l'extraire de cet atome-là. C'est le travail d'extraction. On va se rendre compte que ça prend certaines conditions pour atteindre ce travail d'extraction-là. Donc, si on n'atteint pas cette limite d'énergie-là, l'ampère-mètre affiche 0. Bon, je retourne à mon exemple. J'ai réussi à dépasser cette limite-là, donc ma lumière a suffisamment d'énergie pour envoyer des électrons en mouvement. Donc là, j'ai un courant, j'affiche 1 ampère. Comme je vous disais, l'idée, c'est de mesurer l'énergie de ces électrons-là qui sont en circulation. Donc, pour mesurer cette énergie-là, ce que je vais me servir, c'est d'un voltmètre. Donc, d'un voltmètre et d'une source de tension variable. Donc, en gros, ici, c'est tout simplement un bloc d'alimentation comme vous avez au labo. Là. Vous êtes servi en masse de ça en cours d'électricité l'année passée. Donc, c'est un potentiomètre. C'est quelque chose qu'on peut régler le voltage de 0 à 100 volts, peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va mettre cette source de tension-là pour nuire au mouvement des électrons. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer un champ électrique. Donc, on a vu ça l'année passée. Le fait de créer un champ électrique, ça me crée une différence de potentiel. Donc, ce champ électrique-là va ralentir les électrons qui circulaient comme ça avec une intensité d'1 ampère dans mon ampère-mètre. L'idée, c'est de voir c'est quoi le potentiel, donc la différence de potentiel que je vais mettre dans ma machine ici, qui va être capable d'arrêter ces électrons-là. C'est ce que je vais appeler le potentiel d'arrêt. Si je réussis à mesurer c'est quoi le potentiel d'arrêt, donc le delta V qui me permet d'arrêter complètement les électrons, je suis capable de déduire c'est quoi l'énergie des électrons. C'est ça la base de la machine. Donc, je vous ai écrit ça. Donc, la lumière libère des électrons de P, crée un courant dans A. Donc, on a dans notre cible P, on l'éclaire, ça libère des électrons et ça crée un courant dans A. Donc, on fixe delta V pour ralentir les électrons. C'est juste pour mentionner qu'on veut avoir la différence de potentiel ici qui va nuire au courant qu'on a installé ici et non pas l'aider. Donc, je rappelle que les piles, c'est des pompes à charge. Donc, on veut pas que la pompe l'aide les électrons. On veut nuire aux électrons pour justement les ralentir pour ultimement les arrêter. Une fois qu'on les a arrêtés, c'est ce qu'on a appelé le delta V d'arrêt. Donc, à ce moment-là, le courant est à 0. Donc, dans mon ampère-mètre tout à l'heure qui affichait 1 ampère, à ce moment-là, il affiche complètement 0. Donc là, je sais que le potentiel, c'est le potentiel d'arrêt. Déduction. On a vu ça dans le cours d'électricité. On a vu que l'énergie que pouvait contenir une charge est donnée par sa charge fois sa différence de potentiel. Donc, ce qu'on va déduire, c'est que l'énergie cinétique des électrons est donnée par la charge élémentaire fois le potentiel d'arrêt. Donc, je sais que la charge de l'électron est négative, mais l'idée, c'est qu'on met le delta V à l'envers pour justement qu'il soit négatif lui aussi. Donc, on peut les mettre en valeur absolue les deux. L'important, c'est d'avoir cette valeur-là en valeur absolue. De façon, l'énergie cinétique, c'est toujours positif. Donc, c'est ça. L'idée de la machine, comme je vous disais, c'est vraiment de pouvoir calculer c'est quoi l'énergie des électrons. Donc, ici, on est capable d'avoir l'énergie des électrons simplement en ayant la différence de potentiel qui est ici. Maintenant, donc là, jusque-là, on n'a rien démontré encore. On a juste expliqué comment la machine fonctionne. Là où ça devient intéressant, 2 expériences qu'on fait. Donc, première expérience qu'on va faire, on va faire varier l'intensité de la lumière. Donc, on fait varier l'intensité de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait, une source de 100 watts, donc on avait une intensité, je sais pas, de 200 watts par mètre carré, là, on l'augmente. Donc, on l'a fait passer à 400 watts par mètre carré. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que le potentiel d'arrêt n'a aucun changement. Il reste exactement le même.
on avait 10 volts tantôt pour qu'on ait un courant à 0, on reste encore à 10 volts. Donc, le potentiel d'arrêt n'a pas changé. Donc, l'énergie des électrons n'a pas changé. Par contre, si on varie la longueur d'onde de la lumière, le delta V d'arrêt change. Juste ça, ça nous prouve sans aucun doute que la lumière est constituée de particules. Donc, c'est là qu'il nous reste à interpréter tous ces résultats-là et que là, toutes les choses deviennent intéressantes. Juste avant d'expliquer tout ça, j'aimerais revenir sur cette partie-là. Disons qu'on ne met pas de potentiel, pas de potentiel d'arrêt. Et si j'augmente l'intensité de la lumière, donc disons j'avais 200 watts par mètre carré, je monte ça à 400 watts par mètre carré. Ben, si j'avais 1 ampère ici, à 200 watts par mètre carré, je monte ça à 400, c'est possible que je monte à 2 ampères. Donc le courant augmente. Ce qui ne change pas, c'est le potentiel d'arrêt nécessaire pour arrêter ces électrons-là. Donc le fait que j'ai 200 watts ici ou 400, le potentiel d'arrêt ici reste, disons, à 10 volts. Tous ces chiffres-là sont inventés, là, mais ça ne change pas ce potentiel d'arrêt-là. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre. Comment c'est possible, ça? Ben, l'idée, c'est vraiment de se figurer les deux modèles. Si je considère la lumière comme une onde, est-ce que ça fait du sens? Et si je considère la lumière comme une particule, est-ce que ça fait du sens? Ben, considérons pendant un instant la lumière comme une onde. Ben, imaginez que c'est des vagues qui viennent frapper notre cible. Donc, on a des vagues qui vont venir frapper notre cible P. Donc, qui vont venir frapper les électrons. Ben, si j'ai une vague qui est plus intense, c'est-à-dire une vague qui est plus haute, ben, le fait de frapper l'électron, ça devrait donner plus d'énergie. Imagine-toi que tu es sur le bord de la plage, qu'il y a des vagues de 1 mètre de haut, tu vas reculer un petit peu, donc tu vas être frappé, tu vas sentir cette énergie-là. Par contre, s'il y a des vagues de 10 mètres de haut, ben, tu vas voler pas mal loin par en arrière, donc tu vas avoir beaucoup plus de transfert d'énergie vers toi. Donc, l'énergie que tu ressens devrait être augmentée. Par contre, c'est pas ça qui se passe avec l'électron. Le fait d'augmenter l'énergie de l'intensité de la vague n'augmente pas l'énergie de l'électron. Donc, je rappelle que le potentiel d'arrêt, c'est l'énergie de l'électron. Il y a un lien direct entre les deux. Là. Donc, le modèle ondulatoire ne fonctionne pas ici. Le fait d'augmenter l'intensité devrait donner plus d'énergie à notre électron, mais ce n'est pas le cas. L'électron a toujours la même quantité d'énergie. Il y a plus d'électrons en circulation, le courant a été augmenté, mais le potentiel d'arrêt reste le même. Donc, plus d'électrons en circulation, mais pas un plus grand potentiel d'arrêt. Là, j'aimerais ça faire un petit retour sur les champs. Je vous rappelle que ce qui crée une différence de potentiel, c'est des champs électriques. Un champ électrique, ça agit de la même façon qu'il y ait un électron ou qu'il y en ait 100 000. Je donne le même exemple un petit peu idiot à chaque session, là, puis je vais le refaire encore ici. Imagine que tu vas faire du ski, puis tu descends une côte. Tu arrives en bas de la pente, tu te rappelles plus comment arrêter. Ben, heureusement, au bout du stationnement, il y a une petite côte qui te fait monter. Ben, disons que tu arrives en bas de la côte, elle a une certaine vitesse, tu t'es rendu compte qu'au bout du stationnement, il fallait que tu montes de 3 mètres pour arrêter dans la côte. Bon, ça va. Si tu es tout seul, ça donne 3 mètres. Mais si vous êtes 400 à faire ça, combien vous allez monter dans la côte au bout de la pente? Ben, ça change rien. Vous êtes arrêté par un champ gravitationnel qui influence tout le monde de la même façon et que ça ne joue pas entre vous. Donc, tout le monde va monter de 3 mètres dans la côte et ça ne changera absolument rien le nombre que vous êtes. Donc, c'est ça qui est intéressant de travailler avec un champ électrique. Le fait qu'on en a un ou qu'on en a 500, ça ne change absolument rien sur l'effet que ça a. Deuxième situation. On varie la longueur d'onde de la lumière et le potentiel d'arrêt change. Encore une fois, on peut aller voir le modèle ondulatoire. Le modèle ondulatoire, ça veut dire quoi? Ben, on voit la lumière comme une onde. Donc, imaginez-vous encore sur le bout de la plage. Si on change la longueur d'onde de la lumière, ben, on change la longueur d'onde des vagues. Ben là, je suis sur le bord de la plage et il y a une vague de 1 mètre qui me frappe. Disons qu'il y a une longueur d'onde de 2 mètres. Ça veut dire qu'il y a 2 mètres entre chacune des vagues. Ben, la première vague me frappe, elle me donne un peu d'énergie. La seconde vague me frappe, elle me donne encore un petit peu d'énergie. Ben, cette énergie-là va toujours être la même. Quand même qu'il y a 2 mètres entre les vagues ou qu'il y a 5 mètres entre chacune des vagues, à chaque fois qu'une vague va me frapper, elle me donne autant d'énergie. Donc, l'électron devrait toujours avoir autant d'énergie, peu importe la fréquence auquel je le frappe. C'est pas ça qu'on observe. On observe que si on varie la longueur d'onde, la lumière,
le potentiel d'arrêt change. Donc, l'énergie que les électrons, donc l'énergie que toi, tu as reçue sur la plage, a changé aussi. Ce n'est pas ça qu'on observe. Donc, on doit regarder la nature. Donc, la seule interprétation qui fait du sens, c'est de traiter la lumière comme une particule. Si on change la longueur d'onde d'une particule, qui est le photon, donc le photon qui vient frapper ici, si on change sa longueur d'onde, ben on le dit ici. Si on change sa longueur d'onde, ben on change son énergie. En changeant son énergie, ben on change l'énergie qui est possible de donner à l'électron. Donc, en modifiant la longueur d'onde du photon qui va venir cogner notre électron, ben, l'électron va pouvoir gagner plus ou moins d'énergie dépendamment de la longueur d'onde. Si on l'a augmenté, on l'a descendu. Donc, c'est inversement proportionnel. Plus on augmente la longueur d'onde, plus l'énergie va être basse et vice-versa. Donc, une lumière qui va être bleue va être plus énergétique qu'une lumière qui va être rouge. Et c'est ce qu'on observe. Donc, quand je parlais tantôt de seuil d'énergie, c'est vraiment au niveau de la longueur d'onde qu'on va l'observer. Si on prend la lumière qui est trop rouge, on va avoir une lumière qui ne sera pas assez énergétique. Donc, le travail d'extraction ne sera pas dépassé. Donc, à ce moment-là, les électrons vont rester dans notre cellule photoélectrique ici et ne créeront pas un champ électrique. À mesure qu'on va changer la longueur d'onde pour la rendre de plus en plus énergétique, donc de plus en plus vers le bleu, on devrait atteindre un certain seuil à un moment donné qui va nous permettre d'atteindre ou de dépasser le travail d'extraction. À ce moment-là, on va commencer à observer un courant dans A. Une fois qu'on commence à observer ce courant dans A, ben c'est là qu'on va mettre notre potentiel variable pour arrêter ces électrons-là. Et là, ben, on est capable de mesurer ce qu'on veut mesurer. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de l'effet photoélectrique, c'est de réaliser que le modèle, dans les deux observations qu'on a, donc les deux observations qu'on a, c'est ces deux-là ici. Si on traite la lumière comme une onde dans les deux cas, ça fonctionne pas. Si on traite la lumière comme une particule dans les deux cas, ça fonctionne. Donc on n'a pas le choix de dire que la lumière est une particule. On l'a appelé le photon. Je vous ai écrit un petit peu les conclusions qu'on a eues là-dedans. Donc l'énergie d'un électron dépend seulement de l'énergie du photon donnée par E est égal à HF qui est égal à Hc sur lambda. L'énergie de l'électron va être donnée par l'énergie du photon moins son travail d'extraction. Donc, l'énergie du photon qui est venue collisionner ici. Donc, on vient frapper le photon à une certaine énergie. Il y a une partie de cette énergie-là qui va être perdue en extraction. Et ce qui va rester, c'est l'énergie en termes d'énergie cinétique, si on veut, l'électron. Donc, je rappelle l'histoire de la balle que je lance en hauteur, là. Si je veux qu'elle se rende à la Lune avec une vitesse de 100 km/h, ben, il faut que je donne une vitesse bien supérieure à ça pour qu'elle ralentisse jusqu'à temps qu'elle atteigne son orbite pour qu'il reste un 100 km/h rendu en haut. Impossible, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut se conceptualiser. Là. Donc voilà. Deuxième preuve que la lumière est une particule, c'est l'effet Compton. L'effet Compton, c'est un petit peu différent, mais ça reste un petit peu le même principe. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend une source lumineuse, on envoie une certaine longueur d'onde lambda sur une cible, ici en graphite. Donc, on prend une cible relativement simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un détecteur. Donc, le détecteur, c'est le petit objet qui est en gris ici. On va le déplacer à certain angle θ par rapport à l'horizontale ici. Donc, ici, je serai un θ qui est égal à 0. Et à mesure que je vais le déplacer, donc je serai à 90 degrés ici, etc. Ce qui est intéressant de l'effet Compton, c'est que si j'envoie une certaine longueur d'onde, lambda ici, ben, si je place mon détecteur ici, qu'est-ce que j'observe dans mon détecteur? Ben, j'observe un pic de longueur d'onde qui se trouve exactement à la même longueur d'onde qu'ici. Donc, rien d'intéressant à ce moment-là. Là où ça devient intéressant, c'est à mesure qu'on va décaler notre détecteur. Si je me trouve à un certain angle, disons, de 45 degrés ici, avec mon angle de 45 degrés ici, qu'est-ce que je commence à observer? Je commence à observer deux pics. Donc, j'ai un premier pic qui est à ma même longueur d'onde que j'avais au départ. Donc, le lambda, c'est le lambda qui est ici, donc celui de ma source. Donc, j'ai le même lambda qui est ici, mais je me mets à observer une deuxième longueur d'onde que j'ai appelée lambda prime, qui est plus grande que lambda. Si je m'en viens à 90 degrés, donc là, le rayon lumineux, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a rebondi ici comme ça. Donc, quand j'étais à 45 degrés, il avait rebondi et comme ça.
donc là je me place à 90 degrés, on voit encore plus ce décalage-là. Donc je vois encore ma longueur d'onde lambda que j'avais au départ ici, mais je vois une deuxième longueur d'onde lambda prime qui est encore plus grande que ma première. Bon, là, est intensité plus élevée, ça a le plus ou moins d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est le décalage entre les deux. Donc, il y a une nouvelle longueur d'onde. Ça veut dire quoi? C'est que je partais avec une certaine couleur. Et puis après, je me retrouve à avoir deux couleurs. Donc, mon détecteur qui est ici, il observe deux couleurs différentes. Donc, il observe le lambda qui était original, celui-là, et un autre qui apparaît par effet Compton. Donc, j'allais dire par magie, mais c'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle l'effet Compton. La différence entre les deux longueurs d'onde, là, ici, c'est ce qu'on appelle le décalage de Compton. C'est un décalage au niveau des longueurs d'onde qui apparaît justement au niveau des collisions ici entre la source et le détecteur. Si j'augmente encore une fois mon angle, donc là je suis rendu à 135 degrés, donc je prends mon θ, je le grandis de 135 degrés, donc mon détecteur est ici. Qu'est-ce que j'observe? J'observe encore une fois un rayon qui est venu frapper ma cible et qui est venu dans mon détecteur. Et dans ce détecteur-là, j'observe encore une fois le lambda qui est ici, le lambda prime qui est ici. La plus grosse erreur que je vois au niveau de la compréhension dans ces trucs-là, c'est de dire, mais ce lambda-là n'a pas été dévié et ce lambda-là, lambda prime, a été dévié. C'est pas vrai. Les deux ont été déviés. Là. Les deux se trouvent à un angle ici de 135 degrés. Le détecteur, il est ici pour les deux. Là. Cet angle-là, il est bon pour ces deux lambda-là. Donc, les deux rayons ont été déviés. Mais quand même que les deux rayons ont été déviés, ce que j'observe, c'est un qui est à la longueur d'onde originale et il y en a un autre qui a une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande. Donc là, il reste à se demander pourquoi est-ce que j'ai une longueur d'onde qui est plus grande. Donc là, on va observer des photons. Le photon, je peux observer certains photons qui ont exactement la même longueur d'onde qu'au départ, ceux-là, et d'autres photons qui ont une longueur d'onde qui est pas mal plus grande que ceux que j'avais au départ. Donc, pas mal plus grande, un peu plus grande. Pourquoi? Il faut se poser la question sur les collisions. Il faut garder en tête que si j'ai une déviation, donc, si je me trouve à avoir ma longueur d'onde qui arrive ici à une certaine vitesse C, elle va frapper ma cible ici. Donc, elle va être déviée. Si elle est déviée, c'est parce qu'elle a frappé quelque chose. Si elle a frappé quelque chose, cette chose-là qu'elle a frappée, elle aussi peut être déviée. Donc, ce qui peut arriver, c'est que dans ma cible de graphite, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, il peut y avoir des noyaux de graphite, il peut y avoir des électrons. Si on frappe un électron, l'électron est très léger, très petite masse, ce qui va arriver, c'est que l'électron va être dévié. Donc, en étant frappé par mon photon incident, mon électron va être dévié comme ça. Donc, il va y avoir une certaine quantité de mouvement et une certaine énergie cinétique. Donc, on l'a vu par effet comme en effet photoélectrique tout à l'heure, que les électrons pouvaient gagner d'énergie comme ça. Donc, si on n'avait pas de courant tout à l'heure. Donc là, on va avoir un électron qui va apparaître comme ça avec une certaine quantité de mouvement. Ensuite, pourquoi celui-là n'est pas à la même longueur d'onde que celui-là? Deux phénomènes. On a toujours, quand on a une collision, conservation de la quantité de mouvement. Donc, c'est la quantité de mouvement initiale, c'est-à-dire ici, avec un électron qui est immobile. Il faut que ça soit égal à la quantité de mouvement totale entre la quantité de mouvement d'électrons ici et le photon qui reste. Et aussi, on va supposer que c'est une collision qui est élastique. Donc, l'énergie totale ici et l'énergie totale à la fin doit être la même. Donc, c'est l'expression qu'on va utiliser pour déterminer quelle est la quantité de mouvement, premièrement, du photon. Donc, le photon, une quantité de mouvement qui est donnée par son énergie divisée par C, HF sur C ou H sur lambda, si on remplace notre fréquence par notre C sur lambda. Donc, voilà pour la quantité de mouvement du photon. Donc, le raisonnement qu'on fait pour établir notre décalage de Compton, c'est que, premièrement, on utilise la conservation d'énergie. On suppose que c'est une collision élastique. Donc, au départ, j'ai mon photon qui a une certaine énergie HF. À la fin, il va avoir une certaine énergie HF' plus l'énergie cinétique de mon électron. Je vais supposer que mon électron est relativiste, même si je ne suis pas sûr. Au pire, mon gamma il serait égal pas loin de 1. Mais c'est la meilleure approximation que je peux faire. Donc, je vais avoir mon énergie ici totale et j'ai remplacé mes F par mes longueurs d'onde pour avoir une expression en termes de longueur d'onde. Donc, voilà pour mon énergie totale de mon système. Ensuite, je vais faire ma quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, il faut que je la fasse en X, en Y. Donc, je l'ai faite en X et en Y. Donc, en X, je vais avoir une énergie initiale qui va être donnée par H sur lambda pour mon photon. Ensuite, je vais avoir H sur lambda prime fois cos de θ
j'ai un angle ici de θ, donc ma quantité de mouvement en x, ça va être fois cos de cet angle-là. Et je vais avoir aussi la quantité de mouvement en x de mon électron. Donc, je vais devoir faire cos de phi avec mon gamma mv, avec la masse de l'électron, la vitesse de l'électron et son facteur relativiste. Je fais la même chose en y. Bon, je vous évite un petit peu d'algèbre parce que c'est quand même lourd à faire. Si on combine cette équation-là avec ces deux équations-là, on se retrouve avec une expression de mon décalage de Compton où mon delta lambda est la différence entre mon lambda prime et mon lambda. Donc, sur mon graphique ici, ça se trouverait être la soustraction entre ces deux longueurs d'onde-là. Lambda prime est toujours plus grand que lambda. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pourquoi on a un lambda prime qui est plus grand que lambda, c'est qu'on se trouve à avoir deux types de collisions ici. On a une collision qui va se trouver à collisionner sur un objet qui va être très léger, qui va être l'électron. Si on réussit à collisionner l'électron, ben l'électron va gagner une certaine quantité d'énergie. Et donc, le photon qui va rebondir à un certain angle, lui, va avoir perdu de l'énergie. L'énergie d'un photon, ça ne peut pas influencer. On ne peut pas changer sa vitesse. Un photon va à la vitesse c, peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, la seule façon de modifier l'énergie d'un photon, ça va être de modifier soit sa fréquence ou sa longueur d'onde. Donc, c'est ça qui se passe. C'est que l'énergie du photon incident va être distribuée à la fois à l'électron qui est dévié ici et au photon qui va être dévié ici. Donc, le total de ça plus ça, il faut que ça donne l'énergie qu'il y avait ici. Donc, le photon va perdre de l'énergie, ce qui va me donner une longueur d'onde qui va être plus grande. Donc, on a vu tout à l'heure que l'énergie du photon est inversement proportionnelle à cette longueur d'onde-là. Donc, plus on va avoir un photon qui va avoir perdu de l'énergie, plus sa longueur d'onde va être grande. Donc, on voit qu'ici, plus on augmente l'angle, plus le photon va avoir perdu d'énergie. C'est tout simplement dû au fait que l'électron va être collisionné de plus en plus de façon frontale. Donc, il va avoir de plus en plus d'énergie ici vers la droite. Donc, à différents angles, mais grossièrement, c'est ça que ça veut dire. Donc, l'électron va avoir de plus en plus d'énergie, donc ce qui va enlever de plus en plus d'énergie à notre photon. Donc, il va avoir des longueurs d'onde de plus en plus grandes. Pourquoi il y a deux pics devant? Celui-là, c'est quand on a frappé l'électron. Lui, on a frappé quoi? En fait, on a frappé le noyau. Dans notre expression de notre décalage de Compton, on a la masse. Donc, la masse ici, ça va être la masse de l'objet qu'on va frapper. Si on frappe un électron, on va prendre 9,11 fois 10 à la moins 31 kg. C'est minuscule comme masse. Mais après ça, peu importe l'élément qu'on va prendre, les noyaux qui constituent cet élément-là, c'est toujours de façon spectaculaire, beaucoup plus grande. Donc, l'atome le plus léger, ça reste l'atome d'hydrogène. Son noyau, c'est un proton. Un proton par rapport à un électron, c'est 2000 fois plus massif. Donc déjà là, à l'atome le plus léger qui existe, c'est 2000 fois plus massif. Là, on parle de graphite, donc de carbone. Le carbone, je ne veux pas dire le chiffre là, que je ne me rappelle plus par cœur comme ça, mais une dizaine de... C'est quoi, c'est 8? Non, c'est pas 8. Je ne dirais pas de chiffre, je ne me rappelle pas par cœur. Mais un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons. Et tout ça fois 2000 fois la masse de l'électron. Donc, le décalage de Compton pour un objet qui a frappé le noyau, ça n'existe pratiquement pas. C'est minuscule comme décalage. Donc, on n'en observera pas du tout. C'est pour ça qu'on se retrouve exactement à la même longueur d'onde qu'on avait au départ. Donc, vous pouvez le calculer, c'est quoi le décalage de Compton quand on frappe le noyau, mais en réalité, ici, je ne vous cacherai pas que si vous voulez vraiment avoir un bon décalage de Compton, c'est toujours la masse de l'électron qu'on utilise ici. On utilise la constante de Planck dans le système international, donc 6,63 fois 10 à la moins 34. C'est la masse, la vitesse de la lumière, m la masse en kilogrammes de l'électron. θ, notre angle d'observation, où est-ce qu'on place notre détecteur. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour l'effet Compton. Ça ne fonctionne pas du tout si on se figure dans le modèle ondulatoire. Retournez à l'expérience qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on a dit tout à l'heure, essayez de vous imaginer ça en termes de vagues, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas parce qu'on se fait frapper par une vague que la longueur d'onde des vagues derrière nous elle a changé, pas du tout. Donc la distance entre les vagues n'a pas changé. Par contre ici, la longueur d'onde a changé parce que la vitesse ne peut pas changer. Donc quelques petits exemples qu'on peut faire avec ça. Donc un faisceau d'une longueur d'onde de 22 picomètres est projeté sur une cible de graphite.
on place un détecteur à un angle de 85 degrés. Donc, il y a le décalage de Compton du faisceau détecté. Donc, dans le faisceau détecté, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer encore une fois le 22 picomètres, donc les photons qui vont frapper le noyau. Et on va observer une deuxième longueur d'onde pour les photons qui vont avoir frappé autre chose que le noyau, c'est-à-dire les électrons. Donc, quel est le décalage de Compton du faisceau détecté? On a tout simplement plugué dans notre formule. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je l'ai remplacé ici, c'est la masse de l'électron, donc ME. Je n'ai pas mis les chiffres, là, je pense que vous êtes capable rendu là. Donc, 2.2 fois 10 à la moins 12 ou 2.2 picomètres. Donc là, on a augmenté de 2.2 picomètres la longueur d'onde. Donc, la deuxième longueur d'onde serait autour de 24 picomètres. Ce n'est jamais plus petit. On augmente toujours la longueur d'onde pour le photon qui a perdu de l'énergie. Quelle est la perte d'énergie des photons décalés? Donc, ce que j'ai calculé en réalité, c'est l'énergie qu'il y avait au final, moins l'énergie qu'il y avait initialement. Donc, l'énergie des photons finaux, c'est HC sur lambda prime et initialement HC sur lambda. Donc, je vous laisse le raisonnement après ça. Je suis arrivé avec une perte de moins 7,8 fois 10 à la moins 16 joules. Je l'ai mis en électronvolts aussi, donc kilo-électronvolts. Je vous invite à faire cet exercice-là que vous aurez à faire assurément plusieurs fois. Donc, c'est important d'être capable de faire ces conversions-là. Donc, on a une perte de 4,8 kilo-électronvolts. Onde de matière. Maintenant, donc, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la matière est constituée, la lumière est constituée de particules. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre aussi que la lumière est constituée d'une onde. Mais maintenant, on va voir que la matière peut aussi être traitée comme une onde. Écoutez, ça a commencé par des petites expériences simples. Donc, on a fait une expérience un petit peu comme l'expérience de Young, mais avec des électrons. Écoutez, les vieux écrans de télé, c'est tout simplement une espèce d'écran de phosphore qu'on envoyait des électrons là-dedans, qu'on contrôlait avec des champs électriques, des champs magnétiques. L'expérience de Thomson qu'on a vu l'année passée. Écoute, tu fais exactement la même chose que l'expérience de Young, c'est-à-dire que tu mets deux petites fentes pour laisser passer les électrons. Qu'est-ce que tu vas observer si tu envoies quelques électrons? Ça va être un petit peu chaotique, le patron qui va apparaître de l'autre côté. Mais à mesure que tu vas envoyer de plus en plus d'électrons, tu vas voir un certain patron apparaître. Et si on regarde ici, on commence à voir qu'il y a des endroits plus populaires que d'autres. Donc ici, on voit ici qu'il y a beaucoup d'électrons qui ont frappé. Ici, beaucoup moins. Ici, beaucoup plus. Ici, beaucoup moins. Ici, beaucoup plus. Ici, beaucoup moins. Et ça se répète. Donc, si vous êtes un petit peu observateur de ce qu'on a observé dans le passé, on commence à avoir un patron d'interférence. Si je dis le mot interférence, il faut tout de suite penser que si on voit de l'interférence, on a une onde. Donc, si on a un phénomène d'interférence, c'est un phénomène ondulatoire. Donc, c'est quelque chose qu'on observe à mesure qu'on va faire augmenter le nombre de photons ou le nombre d'électrons qu'on va observer. On peut faire exactement la même expérience avec un certain nombre de photons et on observe la même chose. Donc, on pense à faire ça avec de la lumière en abondance, là. Donc, on a tout de suite notre patron d'interférence qu'on observe, mais si on était capable de compter photon par photon et que certains gens l'ont fait, c'est exactement ce qu'on observe aussi. Donc, au départ, c'est un petit peu chaotique et à mesure qu'on augmente la quantité, on voit vraiment ces patrons-là apparaître. Donc, les deux sont reliés. On peut le faire aussi avec, là, on a le phénomène de diffraction avec une ouverture circulaire. Donc, on a fait un petit peu l'expérience de Rayleigh, là. Donc, si on observe notre patron de diffraction, donc si on l'a fait avec des rayons X, donc de la lumière, invisible, mais de la lumière quand même, donc on observe des patrons comme ça. Donc, on a notre pic principal, puis après ça, les minima, les maximaux secondaires. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un filet d'électrons qu'on envoie à travers une ouverture circulaire. S'entends-tu que c'est pareil? Donc, on se rend compte que les électrons qui passent par une ouverture circulaire vont aussi subir des phénomènes de diffraction. Qui dit diffraction, encore une fois, dit onde. Il faut faire attention. C'est pas n'importe quelle matière qui peut se comporter comme une onde. L'idée, c'est que plus la matière va être de masse petite et plus elle va se déplacer de façon rapide, plus elle va se comporter comme une onde. Donc, c'est surtout une question de masse, honnêtement. Donc, on le voit ici, qu'on le fait avec des électrons, c'est très, très propre, là, comme que la figure qu'on observe. Puis si on le fait avec des neutrons, donc neutrons, c'est quand même extrêmement léger, là, mais c'est quand même 2000 fois plus pesant qu'un électron. Donc, on se trouve à avoir un patron qui est beaucoup moins net. Plus on va avoir quelque chose qui va être léger, plus on va observer quelque chose qui va être distinct comme ça. Là, on va commencer à parler tranquillement de mécanique quantique.
je vous rappelle je vous rappelle pas, je vous l'apprends probablement que la mécanique quantique, c'est un phénomène probabiliste. Donc, on va calculer la probabilité que nos objets tombent à certains endroits. On va observer des probabilités beaucoup plus grandes qu'on se retrouve ici et encore plus probable qu'on se retrouve ici et beaucoup moins probable qu'on se retrouve dans les régions qui sont sombres. On va en reparler un petit peu plus la semaine prochaine. Donc, en observant ces situations-là, on n'a pas le choix de se convaincre que la lumière, oui, se comporte comme une onde, oui, la lumière se comporte comme une particule, mais la matière elle-même peut se comporter aussi comme une onde. Donc, la lumière, qu'on n'a pas besoin de se convaincre que c'est des particules, là, qu'un électron, c'est bien un objet, mais ces objets-là peuvent se comporter comme une onde aussi. Donc, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'un objet de petite masse qui se déplace rapidement peut se comporter comme une onde. On a même été jusqu'à calculer cette longueur d'onde-là, qu'on appelle la longueur d'onde de Broglie. Longueur d'onde de Broglie qui se calcule en mètres. On prend la quantité de mouvement, pas la quantité de mouvement, la constante de Planck qu'on divise par la quantité de mouvement et on a cette longueur d'onde-là de Broglie. C'est pas plus compliqué que ça. On l'observe expérimentalement comme ça. Donc, en fonction de notre ouverture ici, on aurait pu calculer c'est quoi l'endroit du premier minima, du premier maxima, et puis après ça, pouvoir faire nos calculs de la même façon qu'on a fait avec notre diffraction. Et on aurait pu le faire avec nos patrons ici, évaluer ce qu'on a de D, et ensuite pouvoir calculer c'est quoi notre longueur d'onde. Donc, c'est les mêmes expériences, c'est juste qu'au lieu d'envoyer de la lumière, on envoie des filets de particules, mais ça donne exactement la même chose. Principe d'incertitude d'Heisenberg. Ça, c'est intéressant aussi. Ça aussi, c'est une autre conséquence de la lumière étant une particule. Gardez en tête que nous, pour voir quelque chose, il faut qu'il y ait de la lumière qui se rende à nos yeux. Mais pour que la lumière se rende à nos yeux, il faut que, premièrement, cette lumière-là, elle ait frappé cet objet-là. En frappant cet objet-là, c'est possible que cet objet-là soit tellement léger qu'il soit influencé par le photon qui l'a cogné. On l'a vu tantôt, hein? C'est exactement le schéma qu'on a ici. Si on a de la lumière qui frappe un objet qui est très petit et très léger, donc un électron par exemple, cet électron-là peut être éjecté, dévié. La question est, il est où cet électron? Mais comment tu veux l'observer? Tu l'observes avec de la lumière, mais en l'éclairant, tu as modifié sa position et sa vitesse. Donc, comment tu fais pour savoir avec une certitude absolue où il est cet électron et à quelle vitesse il se déplace? C'est ça le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est que d'établir qu'il y a une limite qui sera à tout jamais infranchissable tant qu'on va observer la matière avec de la lumière. On ne pourra jamais dépasser cette limite-là d'observation, donc c'est une précision maximale. Bon. Faut prendre ça avec un gros bémol. C'est clair que cette quantité d'énergie-là que le photon va donner à l'électron, elle est vraiment minime. Et ça influence surtout les objets qui sont extrêmement petits. Si on prend un objet qui est très massif, comme un humain, une planète, ces objets-là ne sont pas vraiment influencés par la lumière. Donc, cette quantité de mouvement-là qui est libérée n'est pas assez importante pour nous dévier, nous déplacer. Mais pour les quantités qui sont très petites, ça va avoir une influence. Donc, notre principe d'incertitude d'Heisenberg vient tenir compte des quantités extrêmement petites, c'est-à-dire avec la constante de Planck, et en plus, on prend la constante de Planck réduite. Donc, si on résume un petit peu ce que je viens de dire, nous observons la nature à l'aide de la lumière. Donc, un photon peut faire dévier une particule par effet Compton, donc le graphique qu'on vient de regarder. Donc, la vitesse et la position de cette particule-là est donc incertaine. C'est ça. Imaginez que les chauves-souris, comment ils font pour s'orienter, c'est par écholocation. Donc, ils vont envoyer un onde sonore sur quelque chose, ça va rebondir sur eux et revenir à eux. Mais imaginez que l'onde sonore est tellement forte qu'elle détruit la paroi qu'on observe, donc elle la déplace, elle la désintègre. L'écholocation ne fonctionne plus à ce moment-là. Donc, on ne peut plus observer quelque chose qu'on a détruit, là, qu'on a déplacé, qu'on a changé. Donc, c'est un petit peu le principe de la chose. Oui, c'est sûr que ça a des constantes qui sont extrêmement faibles, donc des quantités qui sont extrêmement petites, mais il y a quand même une limite d'observation de notre univers qu'on ne pourra jamais dépasser. Donc, c'est une précision
maximale, donc limite dans l'observation que nous ne pourrons jamais dépasser. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement petit, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'incertitude sur la position fois l'incertitude sur la quantité de mouvement, donc on le fait en X, en Y, en Z, va être plus grande ou égale à la constante de Planck divisée par 2 au minimum. Mais la constante de Planck réduite, ça c'est h bar, là, c'est h divisé par 2pi qu'on divise par 2pi. Donc c'est 6,63 fois 10 à la moins 34 divisé par 6 divisé par 2. Là. Donc on se trouve autour de 3 fois 10 à la moins 35. Là. C'est minuscule comme incertitude. Donc là, je sais pas si tu penses que tu as déjà fait un labo, que tu avais une précision jusqu'à fois 10 à la moins 35. Là. Ça n'arrive pas. Là. Donc au labo, on n'a jamais des précisions qui approchent ça. Donc, c'est quelque chose qui est pas un problème pour aujourd'hui, là. Mais c'est quelque chose qui va quand même être là à tout jamais. Et à mesure que les instruments de mesure vont continuer de progresser, ben, on va quand même être toujours pris avec cette précision maximale, là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut être conscient qui existe. Ça n'a pas une influence majeure ça n'a aucune influence dans notre vie, là. Donc, sur certains exercices dans un manuel de physique, mais c'est quelque chose qu'il faut être conscient qu'on va traîner à travers l'humanité, là. Des fois, on pense qu'à mesure qu'on va augmenter la précision de nos instruments de mesure, à un moment donné, on va avoir une précision qui va être infinie. C'est ça le point du principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est qu'il n'y a pas de précision infinie possible. On va toujours être limité à cette quantité-là, qui est extrêmement petite, mais on ne pourra jamais la dépasser. Donc, voilà. Dernière chose que je vais faire avec vous, c'est l'effet tunnel. Écoutez, moi, je suis toujours un petit irritant quand je parle de ça, que ça me rappelle des mauvais souvenirs de mes premiers cours de mécanique quantique, là, que on m'expliquait c'était quoi une barrière de potentiel, sans vraiment me l'expliquer, donc je vais essayer de faire une meilleure job qu'on l'a fait avec moi. Une barrière de potentiel, en réalité, c'est un obstacle. Donc, on va avoir un certain potentiel qu'on a représenté comme U ici. Cette barrière de potentiel-là va avoir une certaine largeur. Donc, écoutez, concrètement, c'est un obstacle, un mur. La largeur du mur, ça va être le L qui va être ici, là, de 0 à L. Et la barrière de potentiel, donc le potentiel nécessaire pour franchir ce mur-là, ben, ça va dépendre un petit peu de en quoi est fait ce mur. Donc, est-ce que c'est un mur qui est fait en papier, donc c'est juste 2 petites feuilles de papier journal, donc c'est facile de passer au travers, ou est-ce que c'est un mur qui est en ciment, ou est-ce que c'est un mur qui est en acier? Ben, tout ça nous donne des barrières de potentiel de plus en plus élevées. Tout ce que je voulais vous raconter par rapport à l'effet tunnel, c'est qu'il faut être conscient que certaines ondes peuvent passer à travers un obstacle. Pensez à de la lumière visible et un mur de votre maison, là. Ben, le mur de votre maison ne peut pas laisser passer la lumière visible. Par contre, le mur de votre maison est capable de laisser passer les ondes Wi-Fi, capable de laisser passer les ondes de votre téléphone, capable de passer les ondes radio, capable de laisser passer les ondes de téléphone, de télévision, etc. Donc, il y a plusieurs ondes qui sont capables de passer au travers, mais plusieurs autres qui sont absorbées. Ça va dépendre des longueurs d'onde. Plus les longueurs d'onde vont être grandes, plus les ondes vont avoir de la facilité à passer au travers. Et plus les ondes vont être courtes, plus elles vont être facilement absorbées par cette barrière de potentiel-là. Si on change la nature de la chose, si on prend une vitre, par exemple, ben une vitre, ça laisse passer la lumière visible, mais ça laisse pas passer les rayons UV. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on y va. La matière qui se comporte comme une onde peut faire la même chose. Donc, si on a la matière qui se comporte comme une onde, donc une matière qui est très petite, très légère et qui se déplace relativement rapidement, elle a une certaine probabilité de pouvoir passer à travers cette barrière de potentiel, donc passer à travers le mur. C'est une probabilité. C'est pas garanti jamais. Ça se calcule, donc nous on ne fera pas ça cette année, mais ça se calcule. Moi je me rappelle d'avoir calculé ça à l'université, puis si vous allez étudier en physique, vous allez le faire certainement. Mais c'est toujours une certaine probabilité, la mécanique quantique. Donc, c'est quoi les chances que la particule qui arrive à une certaine vitesse, qui a une certaine masse, passe à travers un mur qui a une certaine largeur et une certaine barrière de potentiel? Ça dépend. Ça dépend de cette barrière de potentiel-là, ça dépend de l'objet, à quel point il est petit et rapide. Plus il est petit et rapide, plus il va avoir une probabilité de passer à côté. Les chances que vous couriez et passez à travers le mur de votre chambre, c'est plutôt nul, même s'il y a une certaine probabilité.
une chance sur des... Je l'avais calculé à l'université pour m'amuser, là. C'est une chance sur... un peu plus combien de milliards là, qu'on avait, là. Ça avait juste pas de bon sens, puis il fallait courir à 200 km/h pour avoir un chiffre qui se calculait en calculatrice. Là. Ça avait juste pas de bon sens. Là. Mais bon, il y a toujours une certaine probabilité qu'on puisse passer à travers un objet. Mais bon, beaucoup plus de chance si l'objet est petit et rapide. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. On devrait terminer la matière la semaine prochaine avec le chapitre 10 et on s'arrêtera à partir de là. Donc j'espère que vous avez la chance de vous garder à date. Vous avez vos exercices que je vous envoie comme d'habitude. En vous souhaitant une belle semaine. À bientôt.